Bonjour à tous. Alors, j'avais très envie de vous faire cette vidéo parce qu'en fait, hier, il m'est arrivé un truc assez ouf, c'est que je faisais du coaching pour des entrepreneurs français qui ont des belles boîtes, qui ont envie de venir aux US pour les aider, les questions qui se posent sur le visa, etc. et plein d'autres sujets. Et en gros, j'ai une discussion avec une de ces boîtes qui m'a dit, écoute, Grégoire, on a vraiment envie de venir aux US. C'est vraiment important pour nous, c'est là où le marché est pour nous, là où nos plus gros clients sont. Mais en fait, s'installer aux US, ça coûte tellement cher en termes de salaire, etc. Si on choisit New York ou San Francisco, qu'en fait, on va sans doute pas le faire parce qu'on veut rester autofinancé. Et là, je me suis dit, respire, respire. En fait, aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs pensent qu'ils ont le choix entre le modèle autofinancé, où en fait, on va garder le contrôle, mais on va pas avoir une vraie stratégie de développement ambitieuse, ou alors, jour 1, on va faire un produit qui gère du cash, mais qui en fait apporte pas vraiment d'innovation de ouf, tu vois. Ou alors, l'autre modèle, je lève de l'argent, des fois jusqu'à la série J, 10 levées de fonds d'affilée, et en fait, j'ai une probabilité de chance de réussite qui est beaucoup plus faible, et si j'arrive pas à créer un géant, je me fais des fonds. Je, je vends ma boîte à la casse. C'est le cas par exemple de certains entrepreneurs qui ont vendu leur boîte 470 millions, mais comme ils avaient levé une valo d'un milliard et quelques, ils ont pris zéro. Donc là, c'est vraiment la victoire ou la mort. Et en fait, on a ces deux modèles quand on est entrepreneur en mode VC backed, ambition, si je fais pas un truc de ouf, j'ai rien, ou je renonce à mon ambition jour 1, mais je suis sûr de garder le contrôle, de pas me faire virer et de gagner de l'argent à la fin. Et je me dis, putain, c'est con. C'est con, parce que pour moi, cette dualité, elle est complètement dépassée. En fait, il y a ce que j'appelle des one-run companies. Donc, c'est-à-dire, c'est des boîtes où tu vas juste lever un tour de table. Et où en fait, tu vas quand même créer un géant mondial. Et ça a été permis. C'était compliqué dans le passé. Par exemple, il y a Notion qui a réussi à faire ça. Ils ont levé un tour de table aujourd'hui. Je crois que c'est une boîte qui valorise à plus de 10 milliards, qui fait des centaines de millions de revenus. Et en fait, pour moi, c'était 1% des boîtes qui pouvaient faire ça. D'autres exemples, c'est des Instagram ou des WhatsApp qui ont réussi à vendre, à avoir une énorme base de users alors qu'ils avaient très très peu d'employés, moins de 50. Mais en fait, ça dépendait vachement des fondateurs, du business, etc. Voilà, c'était vraiment des exceptions. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus des exceptions, ces boîtes, et que ça va devenir la nouvelle norme pour deux raisons. Une raison qui va faire que s'accentuer et une autre qui, pour le coup, c'est une fenêtre qui s'ouvre mais qui va se refermer rapidement. Donc la première, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu peux faire des toutes petites équipes avec de l'IA. Et ça, c'est une vérité, hein. Nous, on l'a expérimenté chez OnlyDust et je vous ferai une vidéo là-dessus bientôt. Où en gros, aujourd'hui, vous pouvez faire à 10 qu'on pouvait faire avant à 50. Et demain, vous pouvez faire à 10 qu'on pouvait faire avant à 100. Et ça fait qu'augmenter. Et ça, c'est un sujet qui est passionnant, mais qui du coup doit complètement changer la façon dont on imagine, on pense le financement et le développement de sa boîte. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les coûts d'acquisition, ils ont complètement chuté. C'est-à-dire que les gens testent beaucoup plus des nouvelles solutions parce qu'on sent que tout bouge avec l'IA. Ce qui fait que là où il y a un an, vous testiez peut-être un nouveau SaaS par mois ou deux, aujourd'hui, vous pouvez en tester 3, 4, 5, 10. Et en fait, ça se sent dans les coûts d'acquisition. Toutes les nouvelles boîtes qui se lancent et qui se lancent sur Twitter, elles vont avoir 500, 1000, 1500 personnes à minima qui vont utiliser leurs produits. Et certaines des dizaines, des centaines de milliers, bien entendu, parce que ça part viral. Mais ça existait déjà avant. Ce qui fait que là où avant, quand vous leviez, vous devez mettre énormément d'argent en marketing pour avoir vos premiers utilisateurs, que les mecs commencent à utiliser le produit, votre traction, aujourd'hui pour avoir une traction comme ça. Et c'est pour ça qu'on voit des boîtes qui en quelques mois passent de 1 à 30, 50 millions de revenus. C'est avec cette adoption en fait, beaucoup plus rapide. Donc une fois qu'on a dit ça et qu'on se dit en fait créer des boîtes à beaucoup moins et c'est possible, avoir des users beaucoup plus vite et moins cher, c'est possible. Et donc en fait, il faut repenser le modèle. Il faut plus dire soit je lève des tours de table tous les 18 mois où je laisse 20% de ma boîte, soit je suis auto-entrepreneur et je gère le capital. Mais en fait, on va prendre un modèle entre les deux. Il faut encore le définir. Et moi, je le définis selon trois choses. La première chose, c'est une nouvelle façon de voir sa table de capitalisation, une nouvelle façon de rythmer les levées de fonds. Je vais vous l'expliquer avec des objectifs qui étaient différents par rapport à avant. Et la troisième chose, je vais vous finir avec tous les points d'attention qui font que si vous faites pas gaffe, le modèle marche pas. Première chose, c'est une nouvelle table de capitalisation. Là où avant les founders à la fin ils avaient 10%, la team, elles avaient quelques pourcents et les VC avaient le reste. Parce que vous aviez levé. Hein, avant, je le rappelle, hein, tous les 18 mois, il fallait lever, lâcher 20% des parts de votre boîte pour continuer à vous financer, continuer à grossir. Alors que là, on l'a dit, c'est plus nécessaire parce qu'on peut être rentable beaucoup plus vite. En fait, à la fin, je pense que tu as des fondateurs qui auront 60% du capital, une team qui aura 15%, où la moyenne par employé sera sans doute 10 fois plus élevée. C'est-à-dire là où avant, la moyenne par employé, c'était peut-être 0,1% de la boîte. Là, ça va être plutôt être 1%, parce que tu auras une équipe de quelques dizaines de personnes. Et à la fin, les VC ont 25. Ce qui fait que tu gardes le contrôle, même si tu les onboardés. Du coup, ça amène aussi un nouveau tempo.
C'est-à-dire, je répète, avant tu lèves tous les 18 mois. Là, pour moi, il faut lever un seed, il faut lâcher 20% du capital. Parce que quand tu pars de zéro, bah, en fait, tu as les mêmes choses qu'avant, malheureusement. Tu as besoin d'itérer, de payer tes salaires, etc. Ça, pour moi, ce besoin, il ne change pas, même si tu peux prototyper beaucoup plus vite. Jour 1, tu as quand même besoin de recruter des gens brillants, de les attirer avec une grande vision, de pouvoir payer leur salaire. Et du coup, je ne pense pas que en seed, les investissements soient beaucoup bien différents. Mais dès qu'on passe au tour d'après, je pense que le tour d'après, donc la série A devient optionnelle et qu'en fait là il faut plutôt lâcher 5 ou 10% parce que normalement vous avez déjà de la croissance, déjà des users et la rentabilité est déjà pas loin et peut-être que vous n'avez même pas cramé le cash du tour de table d'avant. Et ensuite du coup, tous les autres tours de table, ils ont plus que deux objectifs. Ils sont pas l'objectif de faire que la boîte continue à grossir et ne meurt pas. Ils ont pour objectif de faire que vous pouvez faire rentrer des investisseurs qui ont une vraie grosse expertise dont vous avez besoin parce qu'avoir des investisseurs avec vous qui ont une vraie expertise, une vraie expérience, ça change tout. Moi, je le dis, hein, j'ai First et Fabric et ça change tout. Et si je devais remonter une boîte, je repartirais avec eux. Et la deuxième chose, c'est que vous pouvez faire du secondaire, c'est-à-dire vendre des petites parties de vos parts, vous en tant que fondateur, mais surtout votre équipe. Ce qui fait que très rapidement, peut-être dès la série A, vous avez des gens qui vont prendre un chèque de 10, 20, 50, 100 000 et qui vont se rendre compte que leur equity vaut quelque chose. Et c'est ce que je vous ai dit juste avant, vous leur donnez plus. Ce qui fait qu'ils ont plus, ils se rendent compte que ça vaut quelque chose beaucoup plus vite et du coup vous faites exploser leur motivation. Et je pense que c'est un outil de motivation et de rétention des talents qui est énorme et qui aujourd'hui est très compliqué pour les boîtes autofinancées parce qu'en fait comme il n'y a pas d'événement de liquidité, bah, ces gens-là ils ne voient jamais leur argent ou très longtemps. Ou pour les boîtes VC-backed où en fait comme ils sont loin dans l'ordre de préférence et dans ceux qui peuvent prendre de l'argent, bah, ils ne voient pas cet argent non plus. Donc dans ce modèle-là, votre équipe a plus et voit son premier chèque beaucoup plus tôt. Je pense du coup qu'en termes de motivation, c'est complètement insane. Et je pense que c'est ça qui fait que ces boîtes-là, en fait, elles vont avoir plus de succès que les deux autres modèles. Parce que vous arrivez à intéresser l'équipe de façon beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Les points d'attention, c'est quoi? C'est qu'il faut que vous gardez le contrôle. C'est-à-dire, faites attention, vous ne lâchez pas beaucoup de pourcentage, mais faites attention à la négociation pour être sûr que vous n'avez pas un board qui a le contrôle. Parce que parfois, en ayant la majorité, on peut quand même perdre le contrôle de sa boîte. La deuxième chose, c'est, je le répète, il faut que votre équipe ait beaucoup plus de parts. Aux US, ça ne va pas être nécessaire, mais en France, vous allez devoir les sensibiliser, leur expliquer pourquoi et combien ça vaut. Et bien sûr, le fait qu'ils reçoivent un chèque au bout de 2 ans, ça va les aider à comprendre. Mais il faut vraiment faire cet effort. Et quand je vois Guillaume, par exemple, qui a fait une vidéo sur pourquoi vous ne serez jamais riche avec les BSPCE, et ben aujourd'hui, c'est ça que l'idée que les gens ont en France des parts dans les boîtes, et ça vous devez leur expliquer que ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo uniquement sur le VSPCE pour expliquer pourquoi vous pouvez devenir riche avec ce nouveau modèle. Ensuite il faut garder le contrôle liquide préf. Si vous levez à des belles valorisations avec un petit pourcentage, il faut faire attention au fait que si à un moment vous devez vendre, ce ne soit pas vos VC qui se servent en premier avec des clauses à x2, x3, x4. Je ne reviens pas dans les détails, ça c'est pour les initiés, mais en tout cas pour les initiés vous comprenez de quoi je parle. Un autre sujet très important, et je pense sans doute le plus important, c'est qu'il ne faut pas renoncer à son ambition. Vous allez gagner de l'argent beaucoup plus vite et vous allez prendre un chèque en tant qu'entrepreneur beaucoup plus vite. Mais vous devez garder votre ambition. C'est le problème des fondateurs d'agences de services et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont brillants mais qui ne lancent pas des startups. C'est qu'en fait, ils gagnent de l'argent très vite, beaucoup et du coup, tu te reposes. Et en fait, tu t'arrêtes de te focus sur le talent, la croissance. Quand tu prends 1, 2, 3 millions par an, tu te dis c'est bon. Ça te ramollit, voilà, ça te ramollit. Alors que les VC-backed, les mecs ils se battent et ils se disent en fait si j'arrive pas à atteindre ce niveau de croissance ma boîte elle est morte, donc du coup ça leur donne cette envie et vous devez arriver à garder ce drive alors même que vous allez grossir et gagner de l'argent et ça c'est compliqué. Faut juste oublier de ne pas y renoncer et je pense qu'il y a des mécanismes qui permettent ça. Pareil, je pense que ça mériterait une autre vidéo. Faut pas oublier aussi que vos investisseurs qui sont rentrés au seed et à tous les autres tours, même si on l'a dit l'objectif du tour va être différent, ça va pas être de vous garder en vie pour continuer à grossir, ça va être plutôt des tours stratégiques après le seed. Eux, ils veulent sortir à un horizon 7 ans. Et donc, il faut que vous réussissiez à comment vous les faites sortir avec un multiple qui est bon sur leur standard. C'est-à-dire un x10, un x15, un x20, un x30. Donc ça, il faut y réfléchir aussi. Et enfin, comme je vous dis, il ne faut pas oublier que vous voulez créer un géant mondial. Et en fait, si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas créer un géant mondial avec votre boîte, en fait, en gros, il y a 3 cas. Les boîtes bootstrappées jusqu'à maintenant, elles ne pouvaient pas créer des géants mondiaux parce qu'elles devaient faire des compromis sur la stratégie ou sur le produit le jour 1. Les boîtes VC-backed, si elles ne faisaient pas un géant mondial, en fait, elles devaient vendre comme elles avaient levé. De toute façon, les fondateurs, ils prenaient rien et en gros, ils vendaient à la casse. Là, vous êtes dans un modèle où, en fait, même si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire un géant mondial, vous pouvez quand même vendre la boîte et que vous puissiez vous-même gagner de l'argent parce que vous n'allez pas vendre à la casse.
Donc c'est génial, vous avez cette porte de sortie qui fait que si vous vous rendez compte que le marché n'est pas aussi gros que ce que vous pensiez, vous allez quand même pouvoir vous en sortir. Vous avez cette porte de sortie, mais faut pas oublier qu'il y a l'objectif. Donc il faut voir qu'à cette sortie, si vous avez plus d'essence, si en fait le produit, la vision que vous aviez, en fait, elle se réalise pas, mais il faut garder l'objectif en tête. Et je pense que c'est le plus gros risque de ce modèle, c'est qu'en fait on ait beaucoup de modes qui finissent par lever un tour, deviennent vite rentables, se ramollissent, oublient qu'elles peuvent faire un géant mondial. Du coup, c'est autoréalisateur, comme vous n'êtes pas en train de push, bah, le géant mondial, vous n'allez pas le créer. Vous finissez par vendre et que, en fait, à la fin, ce que j'appelle une demi-réussite, c'est-à-dire vous avez l'impression que vous avez réussi, mais vous aurez pu faire un truc beaucoup plus gros. Et c'est quand même une maladie française, les demi-réussites. Donc, focus, gardez votre ambition, gardez votre ambition, gardez votre ambition. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous satisfait? Vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, est-ce que ça vous parle? Voilà, ça me chauffe d'avoir vos retours, voir si c'est intéressant. Voilà, je vous fais des bisous, ciao!